Mes chers collègues, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui à l'Assemblée nationale la Commission nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, plus connue sous le nom de CNE2, qui est représentée par Vincent Lagneau, donc son président, Madame Saïda Larouchi Angstrom, qui est sa vice-présidente, Madame Virginie Marie Cassaigne et Monsieur Philippe Guéochet, qui sont membres de la commission. Je vous souhaite la bienvenue à tous les quatre dans le cadre d'un rendez-vous devenu maintenant traditionnel depuis de nombreuses années, puisqu'il s'agit pour la commission de présenter à l'Office son rapport annuel. L'EPR de Flamanville a connu sa première divergence il y a un peu plus de 2 mois. Certains y voient le prélude à un renouveau du nucléaire porté par la construction annoncée de plusieurs EPR de réacteurs dans les années qui viennent. D'autres y voient une obstination regrettable dans ce qu'ils dénoncent comme une impasse écologique, industrielle et financière. En tout état de cause, EDF travaille activement à augmenter la durée de vie du parc électronucléaire actuel et de nouveaux acteurs bousculent le paysage industriel en concevant des projets de petits réacteurs classiques ou innovants, vous le savez. Enfin, en février dernier, lors du 3e Conseil de politique nucléaire, les pouvoirs publics ont confirmé le choix historique de la France en faveur du retraitement des combustibles usés. Pour être moins visible, le sujet du cycle du combustible, depuis l'approvisionnement en uranium jusqu'à la gestion des déchets, reste donc absolument central dans ce contexte dynamique. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de prendre connaissance et de discuter du rapport numéro 18 de la CNE2, son rapport pour l'année écoulée. Ce document évalue en effet les travaux scientifiques et technologiques concernant le traitement, l'utilisation, l'entreposage ou le stockage des matières et déchets radioactifs. Il permet d'en apprécier les orientations, la pertinence, la cohérence, les difficultés qu'il rencontre, donc en effet de savoir si notre pays est en mesure d'assurer une gestion sûre et responsable des matières et déchets de l'industrie nucléaire. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Lagneau, président de la commission. Et j'excuse ce matin Stéphane Piednoir, qui est retenu dans le cadre d'un congrès des maires, cher Philippe Bolo, dans le Maine-et-Loire. Donc, vous n'y êtes pas. Et vous le saluez. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Vice-président, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les sénateurs. C'est un plaisir d'être accueilli ici pour présenter nos travaux. Travaux pas si récents que ça. Il s'agit des travaux que nous avons menés pendant toute l'année 2023-2024, et donc un rapport que nous avons conçu au mois de mai-juin. Et bon, vous le savez mieux que moi, l'agenda politique a fait que nous avons pris un peu de temps pour avoir l'opportunité de le présenter ici. Donc, ça ne bouleverse pas l'analyse, mais il a pu y avoir quelques petits changements depuis. Avant de rentrer dans les travaux, je voudrais profiter si vous pouvez avancer sur le sommaire, donc je rappellerai un peu ce que c'est que la CNE. Ensuite, je passerai un peu de temps sur la relance du nucléaire. Vous venez de mentionner que le paysage du nucléaire en France évolue assez vite. Ensuite, on parlera des matières et des implications sur les usines. Et puis, on passera un tout petit peu de temps sur la gestion des déchets HAVL, CIGEO. On ne s'attardera pas beaucoup, puisque, vous le savez, nous sommes en pleine instruction du dossier d'autorisation de création de CIGEO. Et donc, on ne va pas pouvoir s'exprimer énormément sur ce sujet tant que notre analyse n'est pas consolidée. Et puis, on terminera avec un panorama international, quelque chose qu'on fait tous les ans et qui, cette année, sera dédié à un panorama sur le stockage géologique et comme solution de référence pour la gestion des déchets de haute activité et à vie longue.
Alors, l'émission de la CNE, la CNE est issue... Vous pouvez aussi encore... tu peux faire signe pour qu'on avance. Donc, la CNE est issue des lois de 1991 et de 2006 sur les matières et déchets, je ne reviens pas dessus. Elle est constituée de 12 membres, français et étrangers, d'expertises variées, divers domaines de la science, sciences sociales, sciences économiques, tous bénévoles, c'est écrit dans la loi, et indépendants de la filière nucléaire française. Nous sommes nommés pour 6 ans avec un mandat qui est renouvelable une fois. Et vous l'avez dit, notre mission est d'évaluer les travaux scientifiques et technologiques sur l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Alors, notre mode de fonctionnement, nous auditionnons tout au long de l'année les acteurs du nucléaire. Donc, nous avons à peu près 2 auditions par mois pendant le début de l'année universitaire. Nous avons également des visites techniques en France et à l'étranger. Je signale que toutes les visites techniques à l'étranger font l'objet d'un rapport qui est soumis à l'OPEXT. Le dernier était le résultat de notre voyage en Angleterre en 2023. Et puis donc, nous avons le rapport annuel qui est remis à l'OPEXT, c'est-à-dire que ce rapport est transmis au Parlement, puis rendu public. Et accessoirement, on doit le mentionner, il est présenté également au CLIS systématiquement chaque année. Voilà. Dernier point, la Commission peut être saisie par l'OPEXT sur des sujets qui l'intéressent, évidemment sur les thèmes portant sur le cycle du combustible. Alors, vous avez la liste des membres de la Commission. Je ne vais pas m'étaler dessus. Si ça vous intéresse, vous la regarderez. Et je vais passer directement sur la relance du nucléaire. Donc, c'est assez peu de dire que le contexte nucléaire a radicalement changé ces quelques dernières années. Donc, vous l'avez rappelé, les pouvoirs publics ont décidé d'une relance de l'utilisation de l'énergie nucléaire en France, en incluant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de puissance et également le soutien à des projets de petits réacteurs modulaires. Et puis, donc, le CPN de février 2023 qui a confirmé la politique de retraitement des combustibles usés, et j'ajouterai dans l'objectif de la fermeture complète du cycle. Donc, c'est sur ces principes-là que la Commission a mené sa réflexion pendant cette année. Alors, on s'était ému il y a 2 ans, et notre recommandation reste totalement vraie. Il nous semble important que l'objectif de puissance installée du parc électronucléaire soit fixé dès que possible. Ça a des adhérences avec la PPE. C'est important pour que la filière s'organise, notamment pour mettre à jour les simulations d'évolution du parc pour atteindre cet objectif. Et cela inclut le type, le nombre de réacteurs, leur calendrier de construction et les durées de fonctionnement prévisibles. C'est important en ce qui nous concerne directement parce que cela implique tout le cycle, et en particulier les besoins en usine du cycle du combustible, la quantité et la nature des déchets produits. Enfin, considérant que seuls les RNR de puissance sont capables de fermer complètement le cycle, les scénarios vers la fermeture devraient intégrer donc les phases de transition entre types de réacteurs. Alors, je viens de mentionner le soutien aux petits réacteurs modulaires SMR ou petits réacteurs avancés AMR. Le programme France 2030 a sélectionné 10 projets avec un financement d'amorçage, et il est prévu une deuxième étape de financement avec un financement plus important. La Commission recommande que la suite du programme France 2030 concentre son soutien sur un nombre très restreint de projets pour qu'il soit efficace, c'est-à-dire pour éviter la dispersion. En outre, il nous semble que ces projets devraient être sélectionnés en prenant en compte l'intérêt des technologies développées pour la stratégie énergétique nationale. En particulier, pour ce qui nous concerne, nous, Commission, l'impact sur l'approvisionnement en combustible, sur le cycle, sur les déchets produits, mais bien sûr, plus généralement, pour les services qu'ils rendent à la production d'énergie et à la décarbonation. Également, l'allocation des financements, il nous semble, devrait intégrer un indicateur sur le niveau de maturité réaliste de ces projets, et niveau qui devrait être attesté par une évaluation indépendante. Par ailleurs, ces projets ont souvent vocation à se déployer sur des territoires nouveaux et parfois à proximité d'activités
en particulier pour l'électricité et la chaleur pour l'industrie. Et donc la Commission recommande que le cadre d'intégration de ces concepts dans des environnements industriels et urbains soit établi au plus tôt et prévoit la concertation avec les parties prenantes. Dans le contexte de relance du nucléaire en France, la Commission s'est naturellement intéressée à la place du CEA dans cette dynamique et elle y a consacré 2 auditions pendant l'année 2023-2024. Alors, vous le savez, le CEA a une activité importante sur le nucléaire et, à vrai dire, sur beaucoup d'autres sujets. Travaux qu'il présente sous 4 axes. 2 axes à court terme, en soutien à l'industrie, avec des travaux sur le fonctionnement des centrales actuelles, par exemple, et aussi l'allongement de la durée de vie des centrales. Ce sont des travaux qui sont, à l'évidence, très utiles. À moyen terme, des travaux en soutien aux projets de SMR et d'AMR, les start-up, et des réflexions systémiques sur les nouveaux usages du nucléaire. Et enfin, à plus long terme, le cycle avancé et les RNR. Alors, on l'a dit, la fermeture du cycle est un des axes majeurs de la stratégie nucléaire française. Et donc, la Commission s'est particulièrement intéressée aux travaux de R&D devant conduire à la fermeture du cycle et avec des réacteurs à neutrons rapides de puissance. Sur la R&D, à plus long terme, sur les neutrons rapides et le combustible associé, le CEA a présenté la consolidation de travaux antérieurs à 2019 et qui se poursuivent à petite échelle par de la simulation et de la veille. Sur le cycle, le CEA mène un certain nombre de projets, notamment à travers les besoins de MREP, je reviendrai dessus, le multirecyclage, qui a des adhérences, mais qui ne répond pas à tous les enjeux du MOX RNR. Alors, le CEA n'a pas exposé à la Commission, bien que cela lui ait été demandé, une véritable stratégie de R&D permettant le développement d'un cycle du combustible adapté au RNR à l'échelle industrielle, la réduction du coût unitaire des réacteurs ou encore comment accélérer leur arrivée dans le parc, si une telle décision devait être prise. Il est vrai que la politique nucléaire de la France a beaucoup évolué au cours des dernières années et peut-être que le CEA a estimé qu'une telle présentation était prématurée en attendant des orientations plus explicites des pouvoirs publics sur le futur du retraitement. Malgré tout, la Commission déplore que le CEA ne lui ait pas présenté de stratégie de recherche ni de programme de R&D propre, plus ambitieux sur ce sujet. Alors, il n'en demeure pas moins que la Commission observe que le CEA dispose de personnel de haute qualité scientifique et technique, à même de mener des recherches très ambitieuses. Et donc, définir un programme ambitieux, en particulier sur le programme GEN 4, serait un facteur puissant de motivation, très utile dans le contexte de la relance du nucléaire. Alors, je vais passer maintenant aux matières dans un contexte de souveraineté énergétique. En remarque liminaire, je dirais que les matières sont utiles pour leur contenu énergétique. Et donc, la Commission recommande de ne pas envisager leur déclassement en déchets, sauf si l'absence d'intérêt de ces matières était avérée. Alors, l'industrie française est bien positionnée. Elle dispose des moyens nécessaires à la conversion et à l'enrichissement de l'uranium naturel sur son sol, uranium naturel dont elle a besoin. Nous avions évoqué ce sujet ici même l'année dernière et la Commission recommande de mener à bien les actions permettant d'accéder au même niveau de souveraineté pour la filière d'utilisation de l'uranium de retraitement. Sur l'approvisionnement en uranium naturel, les diverses dispositions de l'industrie limitent fortement les risques conjoncturels sur l'approvisionnement en uranium naturel à court et à moyen terme. Les choses sont moins claires pour les risques structurels sur le temps long. D'un côté, la montée en puissance annoncée du parc nucléaire mondial accélère la consommation des ressources. Et d'un autre côté, des tensions géopolitiques peuvent entraîner la perte d'accès à certaines de ces ressources. Alors, même si la part du coût du nucléaire naturel dans le prix de l'électricité est assez faible, la Commission considère que la décision de report à la fin du siècle des RNR est insuffisamment fondée, car elle ne s'appuie que sur des considérations au prix de l'uranium, en négligeant les risques sur sa disponibilité. Parmi les dispositions qui allègent la dépendance de la France à l'uranium naturel, il y a la filière de retraitement. Le MOX permet une économie significative de l'uranium naturel. Nous avons observé depuis plusieurs années le multi-recyclage en REP, avec un certain scepticisme que vous avez dû noter, lié aux solutions techniques présentées et à l'organisation de la filière. Nous observons dans les travaux qui nous ont été présentés en 2023-2024 que la proposition
d'un nouveau combustible appelé le MOX-MR. Ce choix conduit à des simplifications significatives de gestion, ce qui répond en partie aux critiques que nous avions formulées sur les premières orientations du projet. Il s'agit d'une amélioration sensible de la crédibilité technique du projet de multirecyclage. La Commission observe cependant que le déploiement sera nécessairement limité dans sa durée, et cela en raison de la disponibilité du plutonium issu du retraitement du HOX pour le fabriquer. Si la mise en œuvre du MREP était décidée, la Commission recommande de conduire des travaux de R&D permettant de s'assurer que le multirecyclage sera disponible, le multirecyclage en RNR sera disponible au plus tard, au moment où la fabrication du MOX-MR ne sera plus possible. Il faudra également piloter la gestion du parc pour garantir qu'un stock suffisant de plutonium de qualité fissile appropriée soit disponible à cette date. Alors, ce qui m'amène au réacteur à neutrons rapides, avec 2 rappels directs. L'objectif de fermeture complète du cycle n'est accessible que par le déploiement d'un parc de RNR de puissance élevée, je l'ai déjà dit en début de présentation. Et puis, ce déploiement offre par ailleurs des garanties contre les risques de crise structurelle d'approvisionnement en uranium. La Commission est convaincue que cet objectif ne pourra être atteint qu'en revisitant complètement les objectifs dans une vision globale, c'est-à-dire à travers la création d'un nouveau programme d'ensemble, à visée industrielle, échéancé, financé et allant jusqu'au déploiement d'un parc de RNR de puissance et des usines du cycle associé. Pour garantir que le programme arrivera à terme dans les temps fixés, tous les verrous sur le chemin critique devront être identifiés et ainsi le programme devra prévoir toutes les installations indispensables à sa réalisation, y compris les outils d'irradiation pour qualifier en spectre rapide les combustibles et les matériaux. Ce programme devra conduire à la fermeture complète du cycle en temps opportun et dans des conditions économiques acceptables. Vous voyez ici que je parle de temps opportun et je ne donne pas de date, puisque ce temps n'est pas du ressort de la Commission, mais est un choix politique. Les implications sur les usines du cycle, dans tout ça, on aura besoin de combustible et de son retraitement. Alors, côté fabrication des combustibles, une nouvelle usine doit être construite pour prendre la suite de Melox dans les années 2040. On attire l'attention sur le fait que les cadences devront être nécessairement très significativement supérieures à celles atteintes dans la mise en œuvre du monorecyclage. Et évidemment, tout ceci dépend fortement de la puissance installée. On en a déjà parlé. Pour le retraitement, 2 options sont envisagées pour traiter les combustibles MOX-MR. Premièrement, l'adaptation des usines actuelles, quitte à dupliquer un certain nombre d'équipements pour atteindre la cadence nécessaire, ou alors le changement de procédé. Alors, attention, ces procédés ont été testés en laboratoire, mais les travaux importants sont encore nécessaires pour les qualifier à l'échelle industrielle. L'augmentation de la teneur en PU des combustibles usés, que ce soit pour le MOX-MR et encore plus pour le MOX-RNR, la Commission observe que seule la seconde option permet d'envisager aussi le retraitement des MOX-RNR très riches en plutonium. Nous recommandons donc d'intensifier et de concrétiser la R&D pour bien porter les nouveaux procédés jusqu'à leur industrialisation et de bien veiller à concentrer les efforts en priorité sur les briques qui sont aussi utiles au RNR. Enfin, pour les usines de fabrication de combustible comme pour le retraitement, la Commission recommande que les études soient complétées pour prendre en compte les besoins du parc RNR de puissance. Voilà, j'arrive à la petite partie sur les déchets de HA et MAVL. Donc, nous poursuivons notre analyse du dossier d'autorisation de création de CIGEO en vue de produire notre rapport qui est prévu à la fin de l'année 2025. Et donc, je m'exprimerai assez peu sur CIGEO aujourd'hui. Quelques messages cependant. Le premier, la Commission recommande que le décret d'autorisation de création fixe l'inventaire des déchets à stocker dans CIGEO, c'est-à-dire l'inventaire des déchets à stocker dans CIGEO dans le décret, soit celui qui est défini dans l'inventaire de référence. Un message sur la FIPIL, la phase industrielle pilote. On rappelle que sa vocation première est de valider et de qualifier les processus industriels.
Donc nous recommandons que les critères de réussite de la FIPIL soient fixés en amont du décret d'autorisation de création, qu'on sache à quoi s'en tenir, que la mise en œuvre soit de la pleine responsabilité de l'exploitant, et enfin, la Commission recommande qu'il n'y ait pas d'interruption des opérations de mise en stockage pendant la phase industrielle, pendant la phase d'instruction de la FIPIL. Alors, pendant cette phase d'instruction de la DAC, et à vrai dire pendant toute la vie de CIGEO s'il est décidé, les recherches sur le stockage géologique ont vocation à continuer. Nous pensons que c'est une excellente chose et nous encourageons la poursuite d'une activité de R&D tout au long de la vie du stockage. Il s'agit d'abord d'accompagner les innovations qui ne manqueront pas d'apparaître de manière à être capable d'en tirer tout le profit. C'est la démarche d'adaptabilité du stockage, mais aussi de maintenir une compétence scientifique et technique sur le long terme dans tous les domaines d'intérêt pour CIGEO. Et enfin, je signale que cette démarche de R&D continue, y compris les outils associés, contribue sur le long terme à la crédibilité de l'exploitant. Je vais passer la parole à ma collègue internationale pour parler de ce qui se passe dans le monde. Oui, merci. La Commission a réalisé une revue de stratégie de la gestion des déchets de haute et moyenne activité dans le combustible usé dans le monde. Il en ressort, comme on le sait déjà, que le stockage géologique est la méthode de référence pour gérer ce genre de déchets. Cependant, même connaissant ceci, c'est encore très différent entre les pays, comment on arrive à appliquer cette stratégie. Jusqu'à ce jour, il n'y a que 2 pays dans le monde qui ont pu avoir leur permis de construire d'un stockage géologique, notamment la Finlande et mon pays, la Suède. Et la Finlande, d'ailleurs, a une avance assez importante. Ils sont maintenant dans une phase d'essai préliminaire du stockage. Et le Canada et la Suisse ont une feuille de route où il y a un processus de travail sur lequel ils se portent maintenant. La Belgique a une proposition de sélection de sites, mais c'est encore à une date... il leur faut encore beaucoup plus de temps pour arriver à sélectionner un site. Et la plupart des autres pays, même les grands programmes comme les États-Unis par exemple, ont toujours des blocages de différentes natures, politiques, juridiques et autres. Et ce qui est au vif des blocages, en général, c'est la sélection de sites. Et la sélection de sites, c'est sociétal et politique. Mais pour résumer, les progrès se font... ça va vers l'avant, mais ça va à petits pas encore. Merci. Voilà, et cela conclut notre présentation liminaire. Très bien. Je vous remercie pour cette présentation qui va nous permettre sans doute d'apporter un certain nombre d'interrogations de la part des collègues présents. Est-ce que Maxime Lenné souhaite prendre la parole ? Merci. Je vous appelle Monsieur le Président, du coup, aujourd'hui, comme vous présidez la séance. Voilà. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette présentation. J'ai deux petites séries de questions sur 2 sujets différents. Alors, même si vous avez dit que vous ne pouviez pas rentrer trop dans le détail sur CIGEO, malgré tout, à partir des éléments que vous avez donnés et des éléments du rapport, j'ai 2 questions. La première, c'est sur la fin de la FIPIL, la phase pilote, industrielle pilote. Donc, vous avez dit que la préconisation qui est la vôtre, c'est à la fin de la FIPIL de ne pas interrompre la descente des colis avant d'avoir l'autorisation. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué,
remarqué, c'est que dans votre rapport, nulle part il n'est fait mention d'une décision du Parlement. Or, jusqu'ici, dans tous les documents, que ce soit la DAC, que ce soit le PNG MDR actuel, il y a bien une décision du Parlement pour dire si on poursuit ou pas. Donc, j'ai une question là-dessus. Et la deuxième question, elle est par rapport au changement climatique, puisque Cigéo donc est placé sur le calcaire du Barrois. Il y a très peu d'occurrences dans votre rapport, il y a que 2 occurrences du changement climatique, dont une qui dit qu'on va faire des études, notamment pour voir si le changement climatique peut avoir une incidence sur des inondations sur les structures. Mais il n'y a rien, par exemple, sur cette fameuse couche de calcaire. Moi, je suis allé visiter Cigéo, je suis descendu à 500 mètres sous terre au printemps. On m'a expliqué que le projet de Cigéo n'était plus de faire un coffre-fort, mais d'organiser la compétition entre la migration des radionucléides et la décroissance de leur radioactivité. Bon, j'imagine qu'avec le changement climatique, cette couche de calcaire peut évoluer et malheureusement faire en sorte que nous perdions la compétition. Ma deuxième série de questions, c'est sur le cycle du combustible. Si j'ai bien compris, l'uranium de retraitement, pour le réenrichir, on est obligé de passer par la Russie. On n'a pas vraiment de solution actuelle sur l'uranium de retraitement appauvri, sur l'uranium de retraitement enrichi usé, sur le MOX usé. Et donc, on ne sait pas trop quoi faire de toutes ces matières pour l'instant. Le MRREP, comme le RNR, il reste beaucoup de défis en termes de recherche et développement. Et donc, tout ça n'est pas gagné. Alors, vous avez dit ce qui coince, c'est plus le politique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des défis à la fois technologiques, industriels. Et il y a la question des coûts qui n'apparaît pas beaucoup. Alors, vous avez fait quelques alertes, mais on manque quand même de chiffres. Et sur cette question du cycle, et ce sera ma dernière question, il y a beaucoup de choses qui devraient se passer dans le site de La Hague. On ne sait pas trop quoi pour l'instant, parce que dans l'année qui s'est écoulée, on a eu des annonces un petit peu contradictoires. On a quand même beaucoup d'installations d'INB dans un secteur où Flamanville se trouve à peine à 20 km, avec déjà 2 réacteurs en fonctionnement et un EPR qui peine à diverger. Est-ce bien raisonnable ? Daniel Salmon. Merci, Monsieur le Président. Merci pour... Ça va être plus simple. Voilà. Merci pour votre présentation. Je note déjà sur la première, sur l'intitulé recyclage complet. Alors, je voudrais bien savoir si on peut arriver à un recyclage complet. Pour moi, il y a des actinides mineurs et on a toujours des déchets. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite tromperie sur le titre? Mais vous allez m'expliquer ça, bien entendu. Un certain nombre de questions, d'ailleurs, qui font écho aux déclarations de Bernard de Rosuc, qui vient de faire son pot de départ et qui pointait la fragilité de la filière, en lien en particulier donc avec la gestion des déchets et pointant que le moindre aléa pouvait mettre à mal toute la filière. J'ai des questions concernant les SMR, puisque je vois qu'on finance en quelque sorte des start-up qui ont des projets plus ou moins crédibles. En particulier, j'ai noté, il y en a un qui s'appelle Renaissance Fusion. Est-ce que les start-up sont en capacité de travailler aujourd'hui sur la fusion lorsque l'on voit les difficultés que l'on a sur ce sujet? La transmutation dont on parle beaucoup, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point dessus. Également, on parle surtout là de la gestion des déchets des combustibles, mais quid de tous les déchets liés au démantèlement des centrales? Ça aussi, c'est pointé par Bernard de Rosuc comme étant quand même une question et qu'on n'a pas les sites adéquats aujourd'hui pour le démantèlement. J'avais visité Chinon et j'avais vu les 3 réacteurs qui sont à l'arrêt et qui ne sont toujours pas démantelés. Étant breton, je connais Brennelis qui, arrêté en 1985, le cœur est toujours là. Donc il y a quand même le sujet de ce démantèlement qui est on ne peut plus présent. Et puis, ma dernière question sera sur le coût, enfin les 2 coûts. Le coût économique qui est très peu présent dans votre rapport. Effectivement, ce n'est peut-être pas le but de ce rapport, mais on parle d'investissements conséquents et on n'a aucune idée des montants liés à cette, je dirais, l'amont et l'aval. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous produisions, on l'a bien compris, de nouveaux combustibles.
une partie de nos combustibles aujourd'hui sont importés de l'URSS, on va dire, l'ex-URSS. Et donc, qu'en est-il de ces investissements? Et le coût également en recherche. On parle du CEA qui devrait faire davantage de recherche, mais en a-t-il les moyens? Et faut-il, ça aussi c'est une décision politique, mettre davantage de moyens sur la recherche nucléaire ou la mettre ailleurs? Bon, ça, c'est pas, sans doute pas, c'est pas vous qui allez répondre à cette question-là, mais voilà. Et on a vraiment besoin d'avoir une lisibilité sur l'ensemble de la filière et le coût énergétique également de toute l'amont et l'aval, parce que qu'est-ce qui est consommé dans la filière nucléaire pour la production du combustible en énergie, et qu'est-ce qui est consommé également dans la gestion des déchets? Voilà, beaucoup de questions. Monsieur Lagneau. Bon, je vais commencer par essayer de répondre à cette série de questions, et puis ensuite on pourra continuer. Et je solliciterai probablement mes collègues pour certaines de ces questions. En particulier sur la question FIPIL, je propose à Philippe de répondre. Oui, ce que nous avons voulu dire, c'est que donc, le dossier de FIPIL, en fait, va être instruit pendant une certaine période. Et à l'issue de cette instruction, donc, effectivement, le Parlement se prononcera. Ce que nous avons voulu dire, c'est que cette période peut être plus ou moins longue, et qu'il serait très difficile pendant cette période d'instruction du dossier d'arrêter, je dirais, toute la mécanique, toute la cinétique de descente des colis et de mise en œuvre de l'installation. En fait, c'est ça que nous voulons dire, c'est que pendant cette période, une période d'instruction du dossier, donc il y aurait un très grand risque d'arrêter une installation qui est en fait de type industriel. Et on sait très bien que lorsqu'on arrête une installation industrielle, le redémarrage est toujours très compliqué. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas omis de comprendre que le Parlement donc, se prononcerait, mais ce que nous avons voulu dire, c'est effectivement qu'il faut faire attention à ne pas, comment dire, empêcher la cinétique de l'installation de se dérouler, sauf à entraîner des difficultés de redémarrage si la décision donc, est prise. Concernant le changement climatique, alors je ne vais pas répondre à la question est-ce que CIGEO marche ou pas, y compris avec ou sans changement climatique, parce que je réserve ma réponse pour... je la réserverai pour toutes les questions sur CIGEO, tant qu'on n'a pas fini l'instruction. Hein. Je vais simplement quand même... Oui, bien sûr, on travaille dessus. Donc, je vais donner quelques éléments. Donc, sur le changement climatique, on y travaille sur le court moyen terme, on va dire. Qu'est-ce qui nous attend sur les quelques dizaines, centaines, on va dire centaines d'années d'exploitation? Est-ce que les installations sont conçues pour résister au changement climatique? Donc c'est là que les inondations arrivent. Mais on pourrait dire, alors je ne sais pas si ça va dans le bon sens, mais est-ce que les chutes de neige qu'on peut attendre sont bien dimensionnées? Ça, c'est le premier point. On regarde aussi sur le long terme, avec, alors cette fois-ci, ces changements climatiques à l'ère géologique, hein, y compris le passage des prochaines glaciations et l'évolution on va dire des conditions limites de CIGEO, avec l'évolution des paysages, des flux d'eau dans le milieu. Alors, sur la partie Barrois en particulier, et ce que vous avez mentionné, la compétition migration versus désintégration, le stockage, c'est la partie qu'on a construite, plus la totalité de la couche argileuse. Et c'est cette partie-là qui est importante. Et donc, quand on dit cette compétition, elle concerne cette couche-là. La couche du Barrois, c'est celle qui est tout au-dessus. Et on a encore plusieurs couches. Alors, les couches intermédiaires n'ont pas de rôle dans la sûreté, hein, enfin, sur l'objectif de confinement de CIGEO. Mais vous voyez que c'est complètement c'est bien déconnecté. Encore une fois, je n'ai pas dit c'est bien, c'est mal. Je donne quelques éléments généraux.
Sur l'URT, je pense que j'ai mal noté la question. Vous vouliez savoir... Ah voilà, donc je répondrai aux deux questions en même temps. La filière est en train de s'organiser pour consolider, c'est ce que je disais dans les transparents, pour consolider la filière, alors en France ou en Europe. Donc s'extraire du giron de la Russie pour le retraitement de l'URT. Je ne crois pas que le site soit définitivement choisi. Il y a plusieurs options sur la table. Je voudrais relativiser un tout petit peu se mettre dans la main de la Russie pour une partie de la filière, c'est évidemment pas souhaitable. Et donc, consolider cette souveraineté, c'est très bien. Il n'y a pas une urgence folle non plus sur la reconsommation de l'URT. On est content de ne pas le stocker, on est capable de le valoriser et d'en faire quelque chose. Si on ne sait pas le valoriser, ça devient déchet. Mais on a le temps de le faire. Ce n'est pas une urgence à l'année. S'il faut quelques années pour développer cette filière, ça ne change pas la structure d'approvisionnement en combustible pour la France. Ensuite, alors pareil, je vais répondre en même temps sur les défis pour le multirecyclage REP et RNR. Alors, j'ai peut-être mis trop l'accent sur la politique en disant qu'il y a des choses qui ne me concernent pas, moi, commission, puisqu'il s'agit de choix de société. Comment on a envie de produire notre électricité, de combien d'énergie avons-nous besoin. Tout ceci, c'est le bon endroit pour en discuter. Moi, je suis là uniquement pour éclairer sur les aspects techniques et leurs implications. Sur la partie industrielle, évidemment, il y a encore des choses à faire. Alors, j'ai dit que sur le MREP, le projet technique nous paraît plus solide aujourd'hui que ce qu'on avait pu voir ces dernières années. Il reste des choses à faire pour arriver jusqu'au bout de l'analyse, et je sais que la filière travaille dessus. À la fin, il y aura aussi un choix politique. Est-ce que c'est une bonne idée de faire du MREP ou pas ? L'année dernière, nous avions dit dans notre rapport, il serait préférable de faire du RNR directement sans passer par le MREP. On s'appuyait là-dessus sur un certain nombre de difficultés qu'on voyait avec le MREP. Une partie de ces difficultés sont levées. Je continue à dire que le choix de faire du MREP, de passer directement au RNR ou de rien faire du tout, est un choix politique. Je vais répondre sur la partie, enfin, je vais ne pas répondre sur la partie La Hague. Donc effectivement, il y a un certain nombre de projets qui sont prévus à La Hague. Il y a en particulier sur les usines du cycle. Alors, je ne sais pas jusqu'où l'analyse de ces projets ont été, donc je ne peux pas vraiment les commenter. Et puis, par ailleurs, la question que vous posez était plutôt du point de vue de la sûreté. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir tout ça ? Et la sûreté ne fait pas partie du périmètre de la commission. Donc, vous me permettrez d'éluder cette question ou de vous proposer de la reposer aux personnes dont c'est la compétence. Alors, ensuite, le titre « Recyclage complet ». Alors, recyclage complet, évidemment. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Fermeture du cycle. Le cycle n'est pas fermé, même quand il est réputé fermé. Et quand on dit le cycle complètement fermé, alors il est fermé au sens où nous ne faisons plus rentrer d'uranium naturel, mais il y a encore des choses qui sortent. Alors, qu'est-ce qui sort ? Il sort les produits de fission, qui seront, quoi qu'il arrive, des déchets. Il ressort alors le plutonium dans le cycle fermé qui devient un combustible, et puis il sort des actinides mineurs qui sont, on va dire, difficilement valorisables énergétiquement. Je retombe sur la question de transmutation. Techniquement, il y a des choses qu'on pourrait faire, tout n'est pas démontré. La Commission s'est déjà exprimée sur le fait que la transmutation pouvait avoir des effets bénéfiques, en particulier pour réduire l'emprise du stockage, en éliminant une partie des actinides mineurs les plus chauds.
Pour autant, il restera des déchets, produits de fission et actinides mineurs. Donc, recyclage complet, c'est plutôt valorisation au mieux de la matière. Donc l'uranium d'une part, et puis le plutonium qui sort de la boucle. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Bon, je suis désolé, il y a une espèce d'oxymore peut-être là-dedans. Je ne dirais pas que c'est une entourloupe. Hein. Il se trouve que c'est le langage consacré. Oui, je ne sais pas si c'est pas bon. À partir du moment où on est clair sur de quoi on parle, ça me paraît un projet. Faire évoluer le langage me paraît secondaire. Sur la fragilité de la filière déchets, alors j'ai assisté au discours de M. de Rozuc. Alors je ne l'ai pas ressenti de la même manière. Il a dit qu'il était important d'avoir consolidé la totalité des briques de toutes les filières de déchets, de manière à ce que c'est ma perception de ce discours, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fragilité sur la production nucléaire. Une production nucléaire qui n'est pas, ou d'ailleurs n'importe quelle industrie qui n'est pas capable de gérer ces déchets, il y a un souci. Je pense que ma collègue suédoise vous dira qu'en Suède, c'est même interdit de faire une activité si on n'a pas d'exutoire. Voilà. Pardon ? Exutoire, oui. Donc je le rejoins sur le fait que oui, il faut qu'on trouve un exutoire pour tous les déchets. Alors c'est en cours pour les déchets de haute activité, moyenne activité, vie longue. En tout cas, c'est en cours d'instruction. Je ne préjuge pas de l'atterrissage de cette instruction. Pour les déchets de faible activité, c'est également le cas. Pour les déchets de faible et moyenne activité, il y a encore un trou dans la raquette. Hein, on l'a mentionné l'année dernière. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons prévu de nous repencher cette année. Voilà. Alors, vous aviez parlé également des startups. Alors, bon, le sujet est vaste et il est un peu en limite de notre compétence, donc je ne porterai pas de jugement sur la maturité technique des projets. J'ai attiré l'attention sur le fait que nous souhaitions que cette maturité soit évaluée, non pas pour éliminer les projets les moins matures, mais qu'on soit sûr de où est-ce qu'on met notre argent. En tant que contribuable, je veux bien payer pour un projet qui arrivera dans 50 ans, mais il ne faut pas qu'on me dise qu'il arrive l'année prochaine. Voilà, c'est le sens de cette remarque. Depuis, cette analyse indépendante a été menée. Alors, les résultats ne sont pas communiqués. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront communiqués d'ailleurs. Mais il y a une analyse qui a été réalisée. Alors, sur Renaissance Fusion en particulier, il s'agit de fusion. Donc c'est des projets qui sont évidemment à un peu plus long terme que des projets qui reposent sur des concepts déjà bien éprouvés. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça. Hein. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses dans votre question. Pardon, je vais quand même compléter. Un point sur lequel nous sommes vigilants, c'est l'approvisionnement en matière et les déchets produits par ces startups. Alors, on a commencé à rencontrer les startups il y a 3 ans maintenant, je pense. Et il y a 3 ans, la question matière était pour eux assez accessoire. Je fabrique un réacteur et j'irai à la station-service quand j'aurai besoin d'essence, sachant qu'il n'y a pas de station-service, pas au coin de la rue en tout cas. Et puis la question des déchets était complètement passée hors de leur radar. Ça change. Hein. Il est devenu très clair pour l'ensemble des projets que j'ai pu rencontrer depuis, que ces questions-là font partie de leur spectre de préoccupation à des degrés plus ou moins avancés. Un projet qui est à très très long terme, on peut comprendre que la question des matières soit un peu accessoire par rapport à la consolidation du réacteur. Pour un projet qui a déposé sa DAC il y a quelques semaines, il est indispensable que ce projet-là soit capable de répondre
à la question de l'approvisionnement en matière et des idées sur la manière dont il gère ces déchets. Voilà. Il y avait une question sur la transmutation, mais je pense que j'ai à peu près répondu tout à l'heure. Sur les coûts. Alors, on n'a pas fait d'analyse des coûts amont-aval. Ça revient évidemment régulièrement, puisque quand on dit il faut et ce serait bien de faire, tout ceci est évidemment sous contrainte économique. C'est d'ailleurs un des points d'alarme qu'on met, enfin d'alerte, qui sont choisissons bien avant de nous engager dans quelque chose qu'on regrettera par derrière. Quand on dit régulièrement quand on avait dit l'année dernière, passons-nous du MREP et allons directement au RNR, c'est évitons les coûts du MREP si de toute façon on va au RNR et que le MREP ne nous apporte pas un bonus fort. Je révise un petit peu cette opinion cette année, basée sur l'ensemble des éléments qui nous ont été fournis sur l'évolution du concept. Il faut toujours se poser cette question-là. Je suis moins négatif sur la partie MREP. La partie coût énergétique, le contenu énergétique de la matière nucléaire est tel que, quel que soit le processus industriel au début et à la fin, on sera toujours énormément gagnant du point de vue énergétique. Un gramme d'uranium contient autant d'énergie qu'une tonne de charbon, c'est ça, quelque chose comme ça. Et produire un gramme d'uranium et le traiter, ça n'a pas du tout la même intensité énergétique que le charbon. Je ne retenez pas le gramme et la tonne, je ne suis pas très sûr de moi là-dessus, mais c'est vaguement l'ordre de grandeur. Donc la question du coût économique est très pertinente. La question du coût énergétique est résolue instantanément. Le bénéfice énergétique est gigantesque par rapport à l'investissement énergétique. Ma question n'était pas tout à fait orientée dans ce sens-là. C'était aujourd'hui, quelle est la puissance nécessaire pour gérer les déchets en France pour les usines de retraitement de lac? Je ne sais pas exactement combien elles consomment, par exemple. Il y a toute cette problématique à savoir combien est-ce qu'on a de réacteurs qui sont nécessaires pour gérer l'amont, la production de combustible, et l'aval, c'est-à-dire la gestion des déchets. Alors, je n'ai pas la réponse à votre... Si, j'ai un bout de réponse. L'enrichissement coûte 1/10 de réacteur. L'enrichissement pour la totalité du parc français. Voilà, donc 50 réacteurs, on en consomme 1/10 de réacteur pour faire l'enrichissement de tout le combustible dont on a besoin. C'est l'ordre de grandeur. Hein. Pour l'aval, je ne l'ai pas, mais ça ne doit pas être dramatique. Si vous voulez rajouter quelques mots sur la question de l'URT que vous avez abordée. Vous avez certainement perçu qu'une des lignes, un des fils directeurs du rapport, qui correspond d'ailleurs évidemment à nos préoccupations, c'est la pérennité finalement de la fourniture de matières fissiles pour le parc électronucléaire. Alors à ce sujet, donc on a insisté dans un précédent rapport sur l'importance de la valorisation de l'uranium appauvri. On a un stock d'uranium appauvri qui résulte de l'enrichissement, qui garantit 7 à 8 années de fonctionnement du parc. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, en fait, en cas de rupture d'approvisionnement, il y a cette capacité donc, de répondre aux besoins. Le deuxième élément, c'est effectivement l'uranium de retraitement. L'uranium de retraitement, en fait, la faisabilité de son utilisation a été démontrée à Cruas sur plusieurs tranches. Et en fait, quel est le problème actuel? C'est que, effectivement, la France dépend de la Russie pour la conversion et évidemment aussi pour l'enrichissement. Mais ceci étant, donc, l'industrie française, et en particulier évidemment Orano, est en voie de pouvoir répondre à la question de réenrichissement de l'uranium de retraitement. La question qui se pose à l'heure actuelle, c'est la question de la conversion. Et donc la question de la conversion, en fait, il est envisagé de la traiter au niveau européen
Et d'ailleurs, donc, dans la proposition de PPE, donc numéro 3 pour la période 2025-2035, comporte effectivement la question de mettre en place une filière européenne de réenrichissement et de conversion de l'uranium de retraitement. Donc en fait, c'est une ressource importante et qui va également, comme l'uranium appauvri, donc garantir une certaine durée d'approvisionnement du parc électronucléaire français. Voilà. Je pense que je suis arrivé au bout des questions, sauf si j'en ai oublié ou mal noté. Il ne va pas manquer de questions ce matin, tant le débat est intéressant. Je crois que Madame Voynet, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, votre exposé, votre rapport sont tout à fait intéressants. Je voudrais revenir sur 2 sujets. Le premier, c'est la question du stockage géologique. Vous l'avez présenté, Madame, comme la solution de référence. Moi, je ne trouve pas que cette affirmation soit tellement spectaculaire au regard de la réalité. En réalité, c'est que dans la plupart des pays nucléaires du monde, on stocke en surface ou en subsurface plus ou moins ordonnée, à proximité des sites de production ou dans des sites de stockage. La loi, d'ailleurs, en France, prévoyait de tester plusieurs hypothèses et de retenir plusieurs laboratoires dans des sols différents, du granit, de l'argile. Je constate aussi que les concepts ont évolué, qu'on a longtemps parlé de réversibilité, maintenant vous nous parlez de récupérabilité, sans d'ailleurs préciser à quel horizon cette récupérabilité des colis était envisagée. Donc j'aurais aimé avoir peut-être un petit tour d'horizon plus complet des hypothèses de devenir des matières nucléaires dont le stockage se complexifie au fur et à mesure qu'on considère que seuls doivent être considérés comme des déchets définitifs, les déchets vitrifiés, les actinides mineurs ou les produits de fission. La deuxième question concerne les start-up. Vous avez, avec beaucoup de lucidité, évoqué le risque de dissémination lié à l'approvisionnement en matière ou devenir des déchets. J'aurais voulu que vous nous en disiez un peu plus sur les liens de ces start-up avec les grands acteurs du secteur, d'une part, et avec les autres puissances nucléaires européennes ou mondiales, d'autre part. Et est-ce que la gestion des matières est parfois envisagée en lien avec ces grands acteurs ? Troisième point, vous avez souligné que bien des choix relevaient du politique. Et vous avez évidemment raison. En tout cas, on aimerait que ce soit vrai. S'agissant de la fixation de l'objectif de puissance totale recherché, vous avez répondu à Daniel Salmon il y a quelques instants, sans qu'on ait le sentiment que la puissance consommée par le fonctionnement endogène de l'ensemble du cycle soit sérieusement évaluée. Et évidemment, on aimerait avoir des données là-dessus. Sur le calendrier de déploiement, sur les coûts, ou plutôt sur la part de la richesse nationale que nous entendons consacrer à la filière nucléaire, je pense qu'on est un petit peu, on est un peu dans une nasse en quelque sorte. C'est-à-dire que vous nous dites, est-ce que c'est une bonne idée de faire des MREP ou des réacteurs à neutrons rapides ? Ça sera un choix politique, mais est-ce que c'est un choix politique les yeux ouverts ou est-ce que c'est un fantasme irrationnel nourri par des espoirs un peu puérils ? La question est posée. Moi, je veux insulter personne ici, mais je constate qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses à ce stade. Et en fait, à chaque étape, on justifie la poursuite des programmes et même la fuite en avant, à bien des égards, par le fait que les phases antérieures ont déjà coûté beaucoup d'argent. Donc, en pratique, on rend les choses irréversibles. Et ce n'est pas le seul domaine, le nucléaire, dans lequel ça se passe. La question de savoir s'il faut faire un deuxième anneau pour le CERN, par exemple, en ce moment, relève aussi de cette approche-là. C'est-à-dire que, oui, ça fait rêver, ça fait rêver. Et on est dans un monde magique où il n'y a pas de contraintes budgétaires, où il n'y a pas de contraintes techniques, où, évidemment, les progrès de la recherche et du développement permettront de résoudre des questions qui ne sont pas encore totalement clarifiées. Moi, je suis pour la recherche et je trouve que c'est notre responsabilité en tant qu'humains
de nous projeter sur les décennies à venir pour permettre de préparer l'avenir des générations qui viendront après nous. Mais ce que je constate aussi, c'est que ce choix ampute de façon objective notre marge de manœuvre s'agissant des décisions à prendre maintenant pour les 2 décennies qui viennent. Voilà. Notamment pour ce qui concerne le développement des renouvelables, qui font parfois sourire dans l'hémicycle, mais qui ne font sourire qu'en France. Mais je suis consciente du fait que ces questions, ce n'est pas à vous que je devrais les poser. Voilà, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Alors, on va prendre plusieurs questions. Simplement, mes chers collègues, afin de rester dans une qualité de débat qui a toujours été celle de l'Office, éviter de parler de puérilité quand il s'agit d'avoir l'ambition d'approfondir la connaissance humaine. Et le rêve en sciences, et ça serait un débat philosophique qu'on pourrait avoir, est quand même aussi un élément moteur pour la recherche. Il est même consubstantiel à mon sens. Donc attention quand même aux mots qu'on utilise, ne serait-ce que par rapport aux invités qui sont devant nous et qui sont au quotidien les ardents défenseurs de cette connaissance nouvelle. Monsieur le Président, je les ai sentis bien plus prudents. Ça fait 2 fois déjà, en 2 réunions, que vous me reprenez, avec un tout petit peu de condescendance. Et je constate qu'il y a des choses qui relèvent, alors je ne veux pas dire de l'espoir puéril, mais disons de la méthode Coué, qui sont affirmées ici. Et donc, oui, j'ai sentiment, et j'espère que cet office me prouvera que je me trompe. Alors, je préside pour la première fois l'OPEX, mais voilà, simplement, je pense qu'il y a des termes à tenir pour la bonne tenue de nos débats, et voilà, je tenais quand même à les rappeler, notamment au vu des personnes que nous auditionnons ce matin. Sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Luc Fugit. Merci, Président. Alors, je ne sais pas si les débats énergétiques font des fausses sourires dans l'hémicycle. Juste avant de commencer, je me permettrai, Président, de rappeler à tout le monde autour de la table ici que hier ou avant-hier, RTE a donné, et avant de vous poser des questions, les chiffres pour la production électrique actuellement en France et pour l'avenir. Et finalement, il n'y a pas d'opposition à avoir entre les renouvelables et le nucléaire, puisque la dualité va très bien. On a un rétablissement du potentiel de production. Je regarde les chiffres qui ont été publiés hier par RTE. Donc pour le nucléaire, avec une disponibilité du parc nucléaire qui continue son rétablissement, donc depuis 2 ans. On est à 15 gigawatts de plus qu'en novembre 2022 et à 9 de plus qu'en novembre 2023. Et en même temps, on a l'éolien et on a les chiffres d'hier, hein, l'éolien et donc le photovoltaïque qui progresse aussi largement, l'hydraulique aussi bien entendu, etc. Je le dis parce que, voilà, pour revenir maintenant à ces débats-là, moi, ce n'est pas des sujets sur lesquels je souris, c'est des sujets avec lesquels je travaille avec sérieux, et y compris quand il s'agit du renouvelable. Et quand on parle de renouvelable, on ne s'oppose pas au nucléaire. Quand on parle du nucléaire, on ne s'oppose pas au renouvelable. On s'oppose en fait aux fossiles. Et c'est comme ça, moi, en tout cas, que je vois les choses. Donc, il n'y a pas certains qui ont la vérité, d'autres qui ne l'ont pas. C'est simplement qu'on essaye tous d'améliorer les choses. Maintenant, pour en venir à ce rapport, moi, je voudrais revenir sur cette histoire de trajectoire pour la fermeture complète donc, du cycle avec les réacteurs à neutrons rapides, les RNR. Je rappelle que RNR veut dire réacteur à neutrons rapides, parce que je ne suis pas certain que ceux qui nous écoutent éventuellement en ligne sachent tous que cet acronyme, ce qu'il veut dire, et je ne voudrais pas qu'on les perde. Simplement, dans le rapport, j'essaie de comprendre, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui comprend tout de suite, il faut qu'on m'explique. Et donc, comme je ne vais pas faire semblant de comprendre, je voudrais avoir quelques précisions sur ce que vous avez écrit. Vous nous dites que l'objectif de fermeture complète du cycle a été réaffirmé. En même temps, on est un petit peu embêté, c'est peut-être moi qui ai mal compris, hein, par les problématiques donc, du démonstrateur Astrid arrêté en 2019. Et puis, on dit aussi qu'il faut capitaliser sur les acquis du passé et que ce programme donc, devra obtenir la fermeture complète du cycle, je lis, hein, en temps opportun et dans des conditions économiques acceptables. Et donc, ça requiert notamment, d'après vous, donc, une mise en place d'une organisation qui réunit les différents acteurs, EDF, Framatome, Orano, le CEA, donc évidemment les acteurs de la recherche.
Je suis moi-même enseignant-chercheur, je me précise, voilà, c'est toujours un regard attendri sur la recherche, tout simplement parce que ça me paraît tellement fondamental d'avoir de la recherche dans toutes les sciences et de l'avoir justement en faisant en sorte que ce soit la science qui l'emporte et non pas les croyances. Et du coup, je me demandais, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait par les pouvoirs publics? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'on prend le chemin de ce que vous évoquez ici ou pas? Disons-nous franchement les choses. Et qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être enclenché de la part des pouvoirs publics? Et puis peut-être nous faire une comparaison. Alors je sais bien que dans le rapport, vous évoquez un petit peu les autres pays, mais est-ce qu'on peut avoir une comparaison donc, par rapport à ce qui se passe dans notre pays? Est-ce qu'il y a des pays qui pourraient être considérés comme, non pas je ne veux pas utiliser le mot exemple à suivre, mais peut-être qu'il y a des choses qui se passent en termes de structuration qui seraient intéressantes. Et puis dernier point, quel regard vous portez sur la question une question un peu différente, de la question des compétences et aussi de nos jeunes, et notamment de nos jeunes scientifiques et étudiants vis-à-vis du secteur des déchets nucléaires, et du nucléaire en général, mais peut-être des déchets nucléaires. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on a peut-être une problématique de compétences, de motivation pour aller travailler dans ce secteur-là, ou au contraire, parce que c'est un secteur qui est particulièrement important et nécessaire donc à notre transition énergétique, puisque pour défossiliser, il faut s'appuyer à la fois, en tout cas c'est un choix qui a été fait que je partage, à la fois sur les renouvelables, les nucléaires, sans jamais les opposer. Eh bien, est-ce que au contraire c'est quelque chose qui, d'après ce que vous observez vous, quelque chose qui a plutôt tendance à motiver certaines jeunes générations? Merci. Il y a également un souhait de question de Monsieur Saint-Martin. Oui, merci. Merci pour le rapport, la présentation. C'est une question peut-être un peu latérale qui prolongera ce que disaient Daniel Salmon et Dominique Voynet. C'est finalement sur les modalités de la relance du nucléaire, enfin de la filière nucléaire, notamment des petits réacteurs modulaires, par la voie de la start-up et du modèle économique qui est lié à tout ça. Je me pose la question de la pertinence de la chose, de son efficacité, indépendamment de sa pertinence politique. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à travailler du point de vue des modalités de l'évaluation? Vous suggérez en fait cette question dans les recommandations. Je pense qu'en termes de contrôle, ça pose plein de questions. Est-ce que c'est le bon véhicule organisationnel pour mettre en place ce genre de projet, de concept innovant? Moi, je me pose la question parce que dans d'autres secteurs, souvent, il y a une déperdition de ressources, d'essaimage, parfois qui partent un peu n'importe où, avec même du déchet. C'est des promesses techniques parfois qui sont un peu mirobolantes, très ambitieuses, pour reprendre un des qualificatifs du rapport. Donc moi, je me pose la question de ce modèle. Est-ce qu'il est pertinent? Il était évoqué aussi des fonds privés qui pourraient abonder dans le financement de ces projets. Alors, quel type de fonds privés? Est-ce qu'on est dans le capital risque, le capital investissement, de la stratégie d'acquisition de plus grands groupes? J'aimerais avoir des éléments là-dessus. Et s'agissant donc du développement de ces concepts, est-ce que vous avez des éléments sur les calendriers? Est-ce qu'on fonctionne par étapes, par milestones, comme on dit dans le start-uping, avec une validation paiement à chaque fois? Comment ça s'organise? Et est-ce que c'est vraiment ajusté à ce type de recherche nucléaire? Et est-ce qu'il n'y a pas intérêt aussi plutôt finalement à réinternaliser ces compétences avec des acteurs plus gros, qui ont déjà peut-être une expertise consolidée sur ces questions-là, et quid aussi d'une évaluation indépendante de ces propositions qui sont ajustées à un calendrier qui est celui de France 2030, et évidemment ces réacteurs, si un jour ils voient le jour, ça sera au-delà de 2030, donc quid aussi de la continuité de service pour ces propositions. Et peut-être dans la continuité, je me permets du propos d'Arnaud Saint-Martin que je trouve très pertinente. Je pense qu'il y a une question aussi peut-être, et j'aimerais bien avoir votre avis, sur la relation entre l'exploitant et les autorités, à la fois de sûreté, les autorités en particulier vous concernant sur le champ de la gestion des matières et déchets radioactifs. Peut-être une révision aussi à faire sur notamment qui porte les coûts de ces instructions, de ces structures. On évoquait d'ailleurs le sujet mardi. Je pense que ce serait intéressant à l'avenir aussi de se questionner aussi collectivement, je le dis en particulier ici au sein de l'Office,
parce que parfois faire porter des coûts à des institutions et donc à l'ensemble du contribuable, alors que certains arrivent sur le secteur, perturbent beaucoup l'écosystème, et on y met beaucoup de moyens pour essayer de trouver des solutions d'inspection, de réglementation, et pour au final peut-être effectivement avoir peu de résultats. Donc je pense que ça interroge aussi sur la pertinence et l'efficacité des deniers publics, et puis aussi bien évidemment de manière plus technique aussi, peut-être là sur le point aussi vous pourriez répondre sur l'ensemble de l'application de ces réglementations et du suivi aussi en ce qui concerne en particulier le sujet des matières et déchets radioactifs. On va commencer par le stockage géologique. Je vais redonner la parole à ma collègue. Quand on dit que la stratégie de stockage géologique, c'est la méthode de référence sur le plan international, c'est le résultat d'à peu près une quarantaine d'années de recherche au sein de l'AEN, de l'IAEA, où tous les chercheurs et les experts du monde entier ont travaillé sur les analyses de sûreté d'un stockage de ces déchets de haute activité, de moyenne et haute activité. Et quand on parle de stockage, vous parlez qu'on peut stocker en surface. C'est des choses qu'on fait en attendant une solution à long terme. Si je prends l'exemple de la Suède, ça peut être aussi l'exemple de la France, on aura des glaciations, des petites et des grandes. Alors avoir quelque chose en surface, c'est absolument pas sûr. À la longue, ce n'est pas une solution. C'est quelque chose qu'on fait en surface, en stock, pour attendre une solution qui est sûre dans la durée. Qui est aussi passive. C'est aussi, quand on parle de déchets, comme pour nous, le combustible usé, parce qu'on ne retraite pas, ces déchets doivent être isolés du biosphère et de l'homme pour 100 000 ans. Et ça devrait avoir une sûreté passive qui n'a pas besoin du contrôle journalier ou périodique de quelqu'un qui vient voir que tout marche bien. C'est une sûreté passive. Et il faut aussi parler de sécurité. La sûreté et la sécurité vont en pair pour un stockage, parce qu'il y a la sûreté nucléaire, mais il y a aussi la sécurité. Nous, on pense, on est quand même voisins de l'Ukraine, et j'aurais pas aimé avoir des déchets nucléaires en surface en Ukraine pour le moment. Alors le stockage géologique, c'est vraiment bien pensé pour ces deux raisons. La sûreté et la sécurité, et à long terme, pas dans une centaine d'années où c'est vraiment les 100 000 ans, les 1000 ans, les 100 000 ans. Ça, c'est un aspect très important. Et aussi la sûreté passive des stockages. Pour la récupérabilité, c'est une notion qui est très connue dans le milieu nucléaire. On doit, dans la phase opérationnelle d'une installation, on doit à chaque moment, pour n'importe quelle raison qui soit, si on a besoin d'arrêter et de récupérer, par exemple, le conteneur avec les déchets, on doit avoir la possibilité technique de le faire. Et ça, c'est dans les lois, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand on parle de la phase opérationnelle, c'est peut-être 100, 200 ans, le temps de cette installation de ne plus de clore, de ne plus être opérationnelle. La réversibilité, c'est autre chose. C'est une décision qui a du technique dedans, mais c'est aussi politique administrative. C'est une décision qu'on prend, et ces décisions-là, on doit, comme on a pensé, on ne doit pas les rendre impossibles pour les générations futures à prendre ces décisions, mais c'est aux générations futures de les prendre. Et quand on parle de l'AEN, on a travaillé ensemble beaucoup sur ces questions de réversibilité, on pense que
on bâtit quand même un stockage, ce n'est pas pour récupérer. Mais si on veut récupérer, ça devrait être possible techniquement, à un coût qui est certainement important et un effort qui est presque le même que l'effort que ça nous a coûté de les y mettre. Et ces décisions-là, ça ressort de l'équité intergénérationnelle qu'il faut laisser ouverte aux générations futures. On peut parler de granit et argile, Oui, peut-être. le granit et l'argile, nous en Suède par exemple, on a beaucoup de granit. On espère qu'on avait eu un petit peu plus d'argile, mais on n'en a pas, parce que qui dit granit dit de l'eau, et ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir un conteneur qui résiste à la corrosion par l'eau dans un stockage. Alors on a beaucoup travaillé là-dedans, et on a du cuivre, et ça fait quand même des coûts assez importants. Pour la France, il y a le granit, il y a un mouvement d'eau qui n'est pas grand, ou très peu de mouvement d'eau, et par conséquent l'argile, oui, ou l'argile. Ce qui veut dire que le conteneur qu'on a est conforme pour être dans une formation d'argile, comme c'est le cas en France. Mais le concept est le même. C'est les déchets dans un conteneur qui est approprié à la formation géologique que vous avez dans votre pays. Ici, vous avez le granit, l'argile. Chez nous, on a le granit. Aux États-Unis, ils ont le tuff, c'est une roche volcanique. Et le concept est exactement le même partout, seulement il faut s'adapter à la géologie qu'on a et faire le conteneur et le paquet de déchets qui va résister aux conditions qui sont offertes par cette formation géologique. Et j'ajouterais pour les granites, ça a été étudié en France, et le site a été abandonné quand on a démontré que le temps de résidence de l'eau se comptait en dizaines d'années ou centaines d'années et absolument pas en centaines de milliers d'années. Dans la Vienne. Donc la voie granite a été suivie jusqu'au moment où on a dit non, c'est même pas la peine d'aller plus loin, on n'arrivera pas à démontrer. Je peux ajouter que on ne peut même pas comparer et dire le granit est mieux que l'argile ou l'argile est mieux que le granit. Hein. Vous pouvez faire le même travail d'un stockage géologique avec n'importe. Si vous adaptez votre conteneur et toutes les barrières d'ingénierie que vous allez y mettre selon la formation géologique. Je vous propose de parler un peu de start-up. Alors, je vais aller jusqu'où je suis compétent, on va dire. Alors, sur les questions de dissémination, bon, je n'ai pas d'avis autorisé sur ce point-là. Simplement, je peux mentionner que les start-up travaillent évidemment avec les services de l'État, que ce soit l'ASN et le HFDS. Je sais qu'ils sont en relation très tôt même avant l'instruction des projets. Puisque je parle d'instruction, donc l'ASN est en contact avec les startups, a établi des contacts très tôt et a réussi à faire passer le message qu'il était préférable de discuter très tôt avec l'ASN plutôt que d'arriver avec un concept tout prêt qui sera refusé à la fin, pour des bonnes ou des... Enfin, et donc, l'approche qui est faite actuellement, c'est que les startups ont engagé ce dialogue avec l'ASN pour tester leurs idées, pour évacuer des choses qui seraient de toute façon inacceptables du point de vue de l'ASN et se concentrer sur des choses ça n'empêche pas d'avoir l'instruction complète à la fin, mais ça permet d'éviter d'aller dans quelque chose qui sera de toute façon une impasse. Je mentionne que l'ASN s'est doté alors je ne sais pas si ça s'appelle un service ou une direction, ou en tout cas une partie spécifique qui s'intéresse aux startups. Alors le coût de tout ça, je suis incapable de le dire, il faudrait poser la question à l'ASN. Je pense que c'est assez vertueux d'avoir justement cette démarche graduée qui permet
d'éviter de passer un temps fou sur quelque chose qui n'a aucune chance de marcher parce qu'il a oublié dès le début des points qui sont rédhibitoires. Donc je pense que c'est une économie d'énergie de tout le monde, des startups et de l'ASN, de faire cette démarche progressive. Ouais, non, je voulais dire encore des choses sur les startups. Donc les liens avec les autres acteurs du secteur, évidemment. Les startups ont pris langue avec EDF, avec Framatome, avec Orano, avec Londra, le CEA. Certaines de ces relations sont organisées. Si vous suivez la presse, vous avez vu passer que des startups ont engagé des relations privilégiées, y compris un labo commun qui a été créé le mois dernier ou il y a quelques semaines, entre une start-up et une université. Donc ces relations existent. Alors, jusqu'à quel point les start-up comptent sur les acteurs établis, on va dire, et inversement. Alors, je ne vais pas parler à la place des grands acteurs, mais pour les grands acteurs, il y a une opportunité économique. Pour Orano, c'est un nouveau marché. Si vous devez fabriquer un nouveau combustible ou retraiter un nouveau combustible. Pour autant, je pense que Orano sera suffisamment raisonnable pour évaluer l'économie de l'ensemble et ne pas consentir un investissement démesuré pour des volumes qui seraient extrêmement faibles. Donc il y aura une discussion à un moment et je suis absolument certain que Orano ne souhaitera pas supporter seul, en tout cas, ces investissements s'il n'y a pas de marché. Pour le coup, on est dans une logique économique. Non, alors les fonds privés. Comment c'est organisé aujourd'hui ? On est sur des startups et ces startups ont vocation à être privées. Alors, il y a un soutien de l'État. Il y a eu un soutien de l'État avec France Relance, avec France 2030 maintenant. Mais ce sera qu'une partie, de toute façon, des coûts. Hein. Le démonstrateur la tête de série d'un nouveau projet, ça donne du million d'euros et c'est largement plus que ce qui est promis par France 2030. Donc il y a des fonds privés et ces startups arrivent à lever des fonds privés. Certaines arrivent à lever beaucoup de fonds privés. Alors, et là j'en arrive à la question du contrôle. Quand nous recommandons de contrôler, est-ce que cette startup a un impact sur la politique énergétique française ? Est-ce que cette start-up a un impact sur le cycle, etc. Pour moi, c'est important de prendre cette question-là du point de vue de l'argent public. À nouveau, en tant que contribuable, en tant que commission qui rapporte au Parlement, je serai très attentif, ou je recommanderai d'être très attentif à ne pas donner de l'argent pour quelque chose qui n'a pas d'ambition conforme à la politique française. Pour ce qui concerne les fonds privés, c'est une affaire privée. Si du capital risque ou une grande fortune a envie de se lancer dans une aventure qui marchera ou pas, nous vivons dans une économie de marché et il y en a qui marcheront et d'autres qui ne marcheront pas. Il y a des gens qui gagneront de l'argent et d'autres qui n'en perdront. Et je n'ai pas d'avis là-dessus. J'en ai un pour moi personnellement, je sais où je mettrai de l'argent ou pas, où j'accepterai de placer l'argent de ma retraite. Mais c'est... non, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins de ces startups. Mais encore une fois, c'est une affaire privée. Là où ça me concerne, c'est quand on dépense de l'argent public, premièrement. Deuxièmement, quand ça a des impacts sur la politique, la politique de cycle et on va dire la souveraineté ou l'apport à la décarbonation, on va dire d'une manière générale, de la France. Et puis évidemment sur les aspects matière et sécurité des matières, on va dire non-prolifération ou dissémination. Tu voulais ajouter quelque chose, oui. Philippe ? Si vous me permettez, pour le moment, donc, dans les échanges que nous avons, on souligne donc les échéances finalement de tous ces projets de start-up. Ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'un processus de sélection progressive a été mis en place,
que, bien évidemment, tous les projets qui sont au nombre d'une dizaine ne vont pas continuer indéfiniment. Donc il va y avoir soit un mécanisme de concentration, soit des mécanismes d'absorption. Et donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que je dirais que cette émergence de projets divers portés par des start-up, je dirais, a suscité énormément de vocations pour le nucléaire de la part de jeunes ingénieurs. Et ça, c'est un élément très important. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez signalé, il y a un problème de compétences qui est absolument qu'il faut résoudre impérativement. Il y a toute une génération qui a participé au programme donc, du parc actuel, qui a participé aussi donc, à l'émergence de la filière RNR. On a fait une audition hier sur cette question. Et je dirais que ces compétences, il faut les pérenniser. Et il est clair que, je dirais que le mécanisme de start-up a joué un rôle très important pour le marketing, finalement, des carrières dans le domaine du nucléaire. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, nous allons faire au début de l'année 2025 une audition précisément pour se pencher sur les filières de formation, les recrutements qui vont être faits, les recrutements dont la filière a besoin, 10 000 ingénieurs par an, donc c'est pendant 10 ans, ce qui est absolument énorme. Et donc on va se pencher sur cette question parce que à long terme, c'est quelque chose de très important. Alors justement, puisque j'ai prononcé le mot, enfin l'expression long terme, je voudrais répondre aussi à la question qui a été posée sur, je dirais, la trajectoire qui va s'imposer pour éventuellement, si les pouvoirs politiques décident de cette façon-là, pour mettre en place une filière, donc une filière complémentaire de la filière REP pour accroître l'indépendance énergétique de la France. Et à ce titre-là, vous avez connaissance, bien évidemment, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, numéro 3, qui va porter sur la période 2025-2035, ce qui est déjà très bien. Mais il est évident que dans les différents items de cette PPE, il y a des choses qui sont à beaucoup plus long terme. Donc il faut très probablement qu'il y ait un instrument complémentaire à très long terme pour programmer donc à 2050, voire plus loin, donc les projets qui vont éventuellement être adoptés. Je continue avec les questions. Je vais peut-être passer sur la fermeture du cycle, les RNR. Donc, Monsieur Fugit, vous aviez... alors, je ne vais pas revenir sur l'arrêt d'Astrid, hein, c'est une décision du passé. Par contre, capitaliser le passé, c'est absolument essentiel. Et je sais que les acteurs, et en particulier le CEA, font cela. Alors, on a peut-être eu un langage très prudent quand on a dit en temps et avec une économie acceptable. Et là-dessus, je voudrais dire que, et ça répondra peut-être aussi à Madame Voynet, il ne s'agit pas de dire je veux un RNR demain matin ou en 2050 ou en 2090. Il s'agit de se poser la question de quoi j'ai besoin et à quel moment j'en ai besoin. Et le besoin, en ce qui concerne, enfin, ce qui justifie ce RNR, c'est souveraineté, c'est valorisation complète, complète au sens au mieux possible des matières. Donc, à partir du moment où notre objectif est celui-ci, on se met en capacité de fabriquer un RNR. Ensuite, on se pose la question, quel est le bon moment pour le faire? Alors, le bon moment, ce n'est pas demain matin, parce que ça prend un peu de temps de le mettre en place, mais quel est le temps qui nous intéresse pour développer cette stratégie? Et à partir de là, on peut faire un rétro-planning avec quelles sont toutes les briques dont j'ai besoin pour arriver jusque-là, y compris les démonstrateurs, de manière à être prêt au moment où on veut. Alors, vous avez posé la question de est-ce qu'il y a d'autres acteurs et est-ce qu'on peut comparer avec d'autres pays? Alors, je vais comparer avec d'autres pays. Alors, vous avez dit est-ce que c'est souhaitable de travailler avec eux? Donc, les deux premiers que je vais donner, c'est la Chine et la Russie, qui ont engagé un programme de RNR très significatif, en complément d'un programme de réacteurs thermiques. Je vous laisse, et je n'ai pas d'informations sur la question, je vous laisse
imaginer quelles sont les raisons qui sous-tendent ce choix pour la Chine et la Russie. Par ailleurs, au niveau structuration internationale, la France travaille beaucoup avec le Japon sur la partie RNR. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec d'autres acteurs, mais il y a une relation très forte avec le Japon sur cette question. Voilà, il y avait une question sur la formation, mais je pense que Philippe Gaillochet y a répondu. Si je vais quand même rajouter un petit élément, donc je suis professeur dans une école d'ingénieurs et je peux témoigner que alors premièrement, les élèves sont très sensibles aux questions énergétiques et décarbonation, premièrement. Et que ceci entraîne un certain nombre d'élèves. Alors un certain nombre, c'est significatif, au sens où l'option, alors je ne sais plus exactement son nom, système nucléaire, un truc de ce goût-là, fait le plein depuis 2 ans maintenant. Et ce n'est pas la seule école. Voici. Quelque chose. Quand on interroge les grands groupes, en particulier par exemple Framatome, sur donc, ce que pourrait apporter, ce qu'apportent finalement les nouvelles méthodes de travail des startups, eh bien, ils répondent qu'effectivement, il y a des enseignements à tirer, des innovations portées par les startups, pas forcément sur le plan technologique, mais sur le plan du management de projet, sur le plan des procédés d'industrialisation, puisque donc la capacité donc à développer les modèles des startups repose beaucoup sur la standardisation et donc la pré-industrialisation. Et donc en fait, la question qui se pose pour un certain nombre de groupes, dont Framatome, c'est lorsque finalement il va y avoir donc un écrémage finalement de tous les projets, c'est comment intégrer donc les jeunes ingénieurs qui auront participé à ces startups à des structures beaucoup plus importantes. Et on sait que jusqu'à des années récentes, en fait, le travail dans la filière nucléaire était jugé pour beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs comme très bureaucratique, très procédural, et que c'était un frein finalement à leur entrée dans cette filière. Et donc, en fait, la question, ça va être une sorte d'hybridation finalement des modes de fonctionnement des startups avec les grands groupes qui vont inévitablement donc en absorber quelques-unes. J'ai l'impression que j'ai répondu à l'ensemble des questions, probablement dans le désordre ou en les rassemblant, sauf si j'en ai oublié. Non, je vais me permettre simplement, pour conclure, peut-être une dernière question. On évoquait donc juste avant le sujet des RNR. Vous soulevez en particulier dans votre rapport un regard assez critique, vous portez un regard assez critique sur la contribution du CEA aujourd'hui, sur la volonté véritablement d'investir, de s'investir dans la recherche RNR. C'est notamment intéressant de voir leur justification. À la fois, pour l'instant, il n'y a pas de contexte de raréfaction ou d'augmentation considérable du prix de l'uranium naturel, et ils estiment que pas avant la fin du siècle, il faudrait pouvoir se pencher sur le sujet. Et pour autant, dans le même temps, il est estimé à 45 ans la durée du processus entre la décision de démarrage d'un projet et la mise en service du premier réacteur de série. Donc, si on prenait la décision en 2025, on serait déjà à une période de 2070. Et donc, quand même, au vu du contexte, et notamment du dérèglement climatique, pas loin de la situation qu'évoque le CEA. Voilà, je voudrais avoir peut-être un complément de point de vue sur son rôle, sur vous, en tout cas, l'évaluation que vous en faites sur quand même la prise en compte d'investissement en recherche sur quand même ce sujet qu'on évoque depuis tout à l'heure et qui est quand même très stratégique. Alors, je vais d'abord rebondir sur le RNR de 2070 et changement climatique, parce que je pense que les deux sont décorrélés. Il n'est pas question de dire le changement climatique sera résolu par les RNR. Là, on est dans le cadre des réflexions, il y a une relance du nucléaire qui passe d'abord par des EPR, enfin des REP, et la question qui est posée, c'est à quel moment les RNR arrivent.
en complément, en transition ou en superposition d'ailleurs, avec des EPR2 ou autres réacteurs thermiques, à neutrons thermiques. Donc ça, c'est le premier point. Sur la question du CEA, alors on a dit... On ne voit pas la stratégie du CEA sur comment aller rapidement vers les RNR, donc rapidement au sens le temps utile, comment travailler sur l'abaissement des coûts, puisque un des enjeux de RNR, en tout cas pourquoi on n'a pas fait du RNR on n'est pas rentré dans les RNR il y a 40 ans, c'est parce que le RNR coûte plus cher qu'un REP. Donc, est-ce qu'on est capable de supporter ce surcoût pour les bénéfices qui sont meilleure valorisation de la matière et souveraineté, ou bien est-ce qu'on peut déjà réduire ces coûts, ce qui facilite la décision. Donc c'est là-dessus qu'on rebondissait. Ce qui ne veut pas dire que le CEA ne fait rien sur les RNR, et on en a eu la preuve à nouveau hier avec un certain nombre de projets qui sont en cours au CEA, en particulier sur le cycle du combustible. Donc, quel est le rôle du CEA ? Le CEA a un rôle d'appui là-dessus. Le CEA doit, si la trajectoire RNR est bien celle qu'on veut, aider la filière à capitaliser d'une part, et puis lever les verrous qui sont prévus. Et je reviens sur la recommandation qu'on avait faite, c'est quel est l'objectif qu'on a envie d'avoir et quels sont les moyens d'arriver à cet objectif. Et donc là-dessus, la réflexion d'ensemble, je reviens dessus, c'est une réflexion systémique sur... Il ne s'agit pas d'un RNR ou d'une flotte de RNR en 2060 ou en 2090 ou en 2040. Il s'agit du nombre raisonnable de RNR associé avec tous les outils du cycle, et tout ceci qualifié. Et donc on a besoin d'une réflexion globale qui intègre tous les acteurs, et en particulier l'acteur industriel qui sera l'exploitant à la fin. Le CEA va éclairer sur la recherche, sur le lever des verrous, mais le prescripteur à quoi ressemble cet outil, ce sera quand même l'exploitant. Donc voilà les éléments de réponse. Ce que nous avons voulu dire dans le rapport au sujet du CEA, c'est d'abord souligner l'extrême qualité des personnels. Et donc nous avons eu hier une audition sur la filière RNR, et il est bien évident que cette filière a obtenu des résultats très intéressants sur le plan scientifique et technique, et qu'elle est enviée par de nombreux pays dans le monde. Donc la question de la compétence et de la qualité du personnel ne se pose pas, elle est très, très, très importante. La question que nous avons voulu souligner, c'est que effectivement la stratégie du CEA ne nous a pas été exposée d'une manière très claire et très synthétique. Mais peut-être est-ce parce que nous étions en 2023 en pleine réallocation, reformulation, je dirais, de la stratégie nucléaire française. Donc est-ce que le CEA n'a pas eu la latitude de s'exprimer ? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CEA a participé d'une manière très importante à l'élaboration des dossiers des conseils de politique nucléaire. Donc ça, c'est véritablement quelque chose de très important. J'ajoute peut-être autre chose, c'est que, si vous voulez, la répartition des rôles dans la conduite d'un projet, elle doit bien faire la distinction entre la recherche et la phase d'industrialisation. Et que peut-être, donc, les projets qui n'ont pas forcément marché comme on l'attendait, peut-être c'est parce que, si vous voulez, la répartition des rôles et le leadership n'avaient pas été clairement identifiés. Le CEA n'est pas forcément armé pour faire de la direction de projet. Voilà. Et donc, c'est plutôt une question industrielle. Et donc, le leader ne peut pas forcément être le CEA sur ces questions-là. Oui. Très bien. Écoutez... on va vous remercier pour cette présentation, pour les réponses que vous nous avez apportées ce matin.
Je tiens à le souligner, on le répète à chaque audition devant la CNE2, mais je pense que c'est important de le rappeler. Vous êtes bénévole pour l'ensemble de ces activités, pour éclairer le Parlement sur les sujets dont vous avez compétence. Donc, un grand merci à vous, et en particulier pour les excellentes relations que nous pouvons avoir entre le CNE2 et l'OPEX. Et évidemment, je pense que c'est important de pouvoir le dire. Votre éclairage, il est important pour nous, parlementaires, mais aussi pour la contribution au débat public. Ça a permis, depuis l'élaboration de cette commission, de sortir, on va dire, d'un débat purement d'experts, pour aussi faire en sorte de l'associer au grand public. Et ça, je crois que c'est aussi à la fois un des éléments moteurs ici à l'OPEX, mais qui est aussi, je le sais pour vous, tout aussi important, et pour toute la filière également, pour laquelle vous avez compétence. Donc un grand merci à vous pour cette audition ce matin, Monsieur le Président. Il me reste une question à vous poser. Avons-nous l'autorisation formelle de publier le rapport ? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'avis contraire ni d'abstention, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, on donne quitus pour la publication de ce rapport annuel, et on vous remercie à nouveau. Et donc nous avons, mes chers collègues, un deuxième point à l'ordre du jour. Je vais demander à Philippe Bolo de venir pour l'examen des conclusions de l'audition publique sur les impacts des plastiques sur la santé humaine, sachant que notre collègue a une contrainte de temps, puisqu'il doit présenter justement après cette audition. Si vous validez. Si on la valide, on verra. On verra si on la valide. Eh bien, donc je crois qu'il y a ensuite donc une conférence de presse de présentation de l'audition. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Philippe Bolo. Merci, Monsieur le Président. Je vais tâcher de vous faire un résumé des conclusions de cette audition publique en 15 minutes, nous laissant ainsi le temps de pouvoir après échanger.